Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon et nous sommes le 4 mai. Bien, merci à tous d'être au rendez-vous et de m'écouter. Un peu calme en ce moment au niveau du partage des vidéos. J'ai à peu près 2500 abonnés et puis j'ai à peu près sur ma dernière 2500 visionnages. Donc c'est un petit peu bas, j'ai l'habitude de beaucoup plus. On va tâcher de tenir le coup jusqu'aux élections, puis après on verra. Hein. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos pour 1000 personnes non plus. Hein. Bon, si personne n'est intéressé et ne souhaite pas partager des choses que j'estime assez intéressantes à faire connaître, parce que pas tout le monde a le temps d'aller à la pêche aux informations et de découvrir ce que nos médias ne vous racontent pas, bien entendu. Bon, bref. Je pense à ma copine Sibeth Ndiaye, celle qui m'a valu d'être insultée par une partie de l'Afrique, notamment le Sénégal. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette brave dame? Eh ben, écoutez, elle nous a parlé de la fameuse imitation à 80 km/h. Elle nous a expliqué dimanche 28 avril que la question de la limitation serait sans doute à l'ordre du jour du séminaire. On n'a pas eu d'écho, il me semble. Mais elle a eu l'incroyable culot de nous dire qu'elle se félicitait de la mesure, car cette mesure des 80 km/h, écoutez bien, avait atténué la hausse de la mortalité. C'est un peu comme avec les statistiques du chômage, c'est de pire en pire, mais sans le gouvernement, ça serait encore pire. Bon. Elle a fait preuve d'une très grande intelligence, ou d'une langue de bois, et ça, qu'elle soit blanche, rouge, grise, etc., noire, je me permets de relever quelque chose qui ne me plaît pas. Terminé, je clôt. On va parler de Castaner. Ouh là là. La pitié salpêtrière. Après toutes les informations qu'on a pu rassembler, il semble donc que ce sont les manifestants qui, face à la violence de la police, qui voulait séparer les groupes de manifestants, se sont donc réfugiés dans l'hôpital. Enfin, c'était une entrée annexe, c'était marqué centre universitaire. Bon. Ils n'ont pas fait attention à l'endroit où ils étaient. Ils fuyaient surtout les gaz lacrymogènes au cyanure, n'est-ce pas, et les coups de matraque. Alors, le pouvoir nous a dit, rendez compte, il y a eu intrusion dans l'hôpital, des éléments incontrôlés, patati, patala, enfin bref. Vraiment, la communication du ministère s'est emballée. Mais d'ailleurs, c'est une logique gouvernementale qui fait que depuis quelques semaines, on cherche à envenimer la situation et on vous incite, on vous dit qu'il va y avoir des incidents graves, etc., etc. Si on prend la conférence de presse de Castaner jeudi, c'est lui qui fait monter les enchères. Il disait que Paris va être la capitale de l'émeute, qu'il y avait plein d'appels importants de toute l'Europe, tous les casseurs allaient se donner rendez-vous sur Paris. Donc, quelque part, il a tout fait pour que ça se passe mal. Chez des gens qui, de l'autre côté, n'en demandaient pas tant aussi pour montrer que la nature du pouvoir était vraiment très, très répressive. Pour le gouvernement, il s'agissait de montrer que les Gilets jaunes étaient des factieux de la République. Il n'avait pas vraiment de revendications cohérentes, il voulait simplement détruire la démocratie. Rappelez-nous, au début, rappelez-vous, ce sont des gens d'extrême droite, comment dire, dont les drapeaux portent des fleurs de lys ou des insignes bizarres, mais voyons. Même quand c'était drapeau breton, ils trouvaient que c'était royaliste ou je ne sais trop quoi. Enfin bref. Dans la réalité, c'était complètement faux, évidemment, mais c'était le danger fasciste, la peste brune, oui, la peste brune qui remontait les Champs-Élysées, oui, bien sûr. Et puis en fin de compte, comme il n'y avait personne, après c'est les Black Blocs qui sont arrivés, et puis donc évidemment avec toujours les mêmes médias inféodés au pouvoir, on a fait un amalgame concernant les Gilets jaunes et les Black Blocs. Donc Gilets jaunes un peu radicalisés, les Black Blocs, tous des factieux, tout ça pour faire une bonne préparation, pour faire peur aux petits citoyens, aux petits bourgeois. Hein. Donc, en fin de compte, La République En Marche apparaît comme le parti de l'ordre, le parti qui protégera les classes moyennes et la bourgeoisie contre les classes dangereuses
Et c'est une stratégie qui marche pas mal, hein, parce qu'en fin de compte, on divise les Français. C'est la stratégie de la trouille. C'est pas nouveau. Hein. Et puis, Castaner, en plus, appuie là-dessus en disant, vous vous rendez compte, des gilets jaunes qui s'attaquent aux malades, mon Dieu, à l'hôpital, comme si on avait voulu tuer des gens qui étaient au service des urgences. Enfin bon, il a vraiment parlé très très vite sur des choses qui ne sont pas prouvées, bien entendu, car il y a eu des versions complètement différentes et opposées. Et il a voulu faire monter les enchères, et du coup, il se trouve pris à son propre piège. D'ailleurs, au 1er mai, cette manifestation des 1er mai était relativement d'une faible ou d'une moyenne intensité par rapport à ce qu'on a pu connaître fin 2018 ou début 2019, l'Arc de Triomphe, l'Enflamme, etc. etc. Hein. Mais enfin, voyez, c'est écœurant. Monsieur Castaner est parti sur un discours extrêmement alarmiste, comme si les Gilets jaunes avaient eux-mêmes attaqué les malades. Hein. Les Gilets jaunes présents dans l'hôpital cherchaient simplement à se soustraire aux violences de la police. Ils n'étaient là ni à violer les infirmières, ni à tuer les malades. On voit très bien qu'il y a une exploitation de ce fait divers pour présenter une image pratiquement satanique de ces méchants gilets jaunes. Alors évidemment, médias, réseaux sociaux, ils en ont rajouté des couches. Hein. Évidemment, les caméras sont là pour faire ressortir les incidents. Ça change que d'avoir un défilé du 1er mai avec quelques syndicalistes CGT à l'ancienne, les bons pépères qui défilent avec leurs ballons et leurs affiches et leurs revendications. Un truc qui brûle, allez, un pavé par-ci, un pavé par-là, un petit peu de sang, et puis un petit peu de verre brisé, et hop, impeccable. Bon, enfin bref. Je clôt ce sinistre fait divers avec un sinistre personnage qui s'appelle Castaner, qui, je pense, sera le prochain à démissionner. Ça sera le prochain de la liste, à moins qu'il y ait une bonne raclée aux européennes. Je vous incite à aller voter pour qu'éventuellement Macron change radicalement son fusil d'épaule et change de gouvernement. Mais bref, bon. On va parler de Juan Branco. Je sais qu'on m'attend au tournant. Généralement, il y a, on va dire, 3 critères pour juger de l'authenticité d'un opposant ou d'un dissident. Son exposition médiatique, son parcours, ses soutiens, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Alors, il y a un truc qui est très bizarre. Juan Branco a, je crois, un cabinet d'avocats avec une agence, je crois, en Espagne et une à Paris. Mais en même temps, il est au RSA. Il a un super CV, on en parlera. Et il tape impunément sur Macron et sur un petit bout de l'oligarchie. Mais quelque part, il occulte un peu le reste en nous orientant dans une certaine direction. Comme si on nous manipulait un peu. Alors évidemment, il a bénéficié d'une promotion très appuyée pour son livre dans tous les médias, et on l'entend partout. Ça en devient même un petit peu suspect. Alors, dans son livre, il flingue Macron, mais préserve certains de ses amis. Bon, alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Juan Branco trace dans le détail les relations d'Emmanuel Macron avec tous les milliardaires qui l'ont lancé, Xavier Niel, etc., etc., etc. Voilà. Alors c'est très détaillé, c'est certainement très véridique dans ce qu'il dit. Il en oublie peut-être un petit peu, mais bon, tout est vrai. Alors, d'où tient-il toutes ces informations? Il épargne les réseaux maçonniques, les francs-maçons. Pourquoi? Je ne sais pas. Jacques Attali l'épargne. Il n'en parle pratiquement pas, alors qu'il a été en rapport avec lui, mais bon, et quelque part... Bon. C'est un excellent travail d'enquête qui a pris du temps. Donc il a fallu l'écrire, l'éditer. Alors, Branco est peut-être écrivain, journaliste bénévole, mais il y a peut-être des gens derrière qui ont intérêt à ce que son livre soit diffusé le plus possible. Et certainement peut-être les gens dont il évite de parler.
il y a peut-être une lutte de pouvoir entre deux clans. C'est bizarre. Quand même, Juan Branco est avocat des Gilets jaunes. Il nous dit qu'il ne fait pas payer, qu'il vit chez sa mère en touchant le RSA, en ayant quand même deux cabinets d'avocats. On est quand même à l'opposé pour ce fils de bourgeois de l'image du gilet jaune, travailleur pauvre qui survit à peine avec un petit salaire et qui roule en gazole avec la clope au bec. Je vais énumérer quand même. Juan Branco est un pur produit du système qui ne cesse de dénoncer. Il n'a pas 30 ans, il a sa biographie dans Wikipédia. À peine 20 ans, il était déjà contre la loi Hadopi sur les droits d'auteur. Il était en relation avec le directeur de Sciences Po. À 20 ans, il devient officier de liaison du procureur de la Cour pénale internationale. 2 ans plus tard, il est collaborateur extérieur du ministère des Affaires étrangères. À 24 ans, il représente Julian Assange et Wikileaks sur des négociations pour obtenir l'asile d'Assange en France. Il sera l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. En mai 2018, il est missionné par l'ONU en République centrafricaine en tant qu'expert indépendant chargé de l'élaboration de la stratégie des poursuites du procureur de la Cour spéciale centrafricaine. Et en même temps, comme dirait Macron, il intègre Normal Sup, quand même, il obtient un doctorat en droit international, il obtient une maîtrise en littérature moderne, des masters en philosophie politique et en géopolitique. Et en même temps, pas tout, il est chercheur invité à la Yale Law School, tout en étant Senior Research Fellow à l'Institut Max Planck de droit international. Et à la même année, il était avec l'Université de Rome, la Sapienza, comme chercheur invité. Et en même temps, il est journaliste au Monde diplomatique, chez Les Incorruptibles et même à l'UMA. Il publie dans plusieurs revues et organes de presse, dont Libération. En 2017, il se lance en politique et il fait 13,9% des voix sous l'étiquette France Insoumise. Et pendant ce temps, il a encore créé un cabinet d'avocats. Avec des appuis, je ne sais pas, mais la Banque Rothschild ne l'a pas appuyé ou quelque chose comme ça. Enfin bon. C'est très bizarre parce que les médias qui rechignent à inviter les gilets jaunes militants s'empressent d'inviter leur avocat. Et celui-ci apparaît même, si vous voulez, comme cet avocat qui est censé juste défendre, prend la place, se substitue au leader des gilets jaunes et il apparaît comme le porte-parole général de tous les gilets jaunes. Et puis les médias, c'est bizarre, commencent de plus en plus à parler de son livre. Et d'ailleurs, ce livre est très dur à l'égard de Macron, et ça s'appelle Crépuscule, et ça annonce le début de la fin pour Macron. Mais alors, c'est très bizarre parce que il flingue Macron et le système qu'il dénonce, enfin, une partie du système, et il a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai souvent parlé des milliardaires qui avaient 90% des médias, de la presse écrite et la presse télévisuelle. Mais en même temps, il recommande de s'abstenir lors des prochaines échéances électorales du 26 mai prochain. Logiquement, et c'est ce que je pense et que beaucoup de personnes pensent, votez qui vous voulez, tout sauf Macron. Il faut que la liste de Macron fasse le plus petit score, on est bien d'accord. Et même alors, lui qui a porté les couleurs de la France Insoumise aurait pu dire votez pour la France Insoumise. Ben non, il dit pas voter. Mais ce dimanche 26 mai, nous Français avons une opportunité historique d'envoyer un message clair au gouvernement et à son président en allant voter massivement afin d'exprimer le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Et lui, Juan Branco, qui est à la pointe de la critique de ce système, qu'une majorité de Français rejette, recommande de laisser passer son tour en disant « Ouais, mais ça ne sert à rien parce que les décisions qui sont prises à Bruxelles et patati et patala. » Bon. C'est très très bizarre, je ne comprends pas. Alors on parle d'Attali, c'était pas son parrain, mais c'était le parrain d'une revue universitaire qui s'appelait Jeune République. Enfin, il y avait plusieurs parrains, il y avait Attali, il y avait Xavier Niel, il y avait plusieurs, etc. Mais on a affaire à vraiment un génie, parce que comment notre jeune étudiant surdoué,
il a un don d'ubiquité, parce qu'il se retrouve aussi bien sur un grand nombre de chantiers simultanément. Avec tout ce qu'il a fait, je vous ai énuméré, incroyable. Hein. Il épargne quand même relativement Attali et ses amis dans son enquête, dans son livre. Et on s'aperçoit que Attali change en même temps et qu'il se présente sous une écoute attentive des problèmes, des changements profonds de la société, des problèmes des gilets jaunes. Attali commence un petit peu à essayer de sauver sa tête, surtout, je pense. Hein. Alors, on nous vend Juan Branco comme un nouveau messie, comme on nous a vendu Macron, qui allait tout révolutionner, que ça allait être le nouveau monde. Et Juan Branco, ça serait un nouveau Macron de 29 ans. Enfin bon. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Juan Branco quand il nous parle de Bolloré, Lagardère, tous ces groupes, tous ces milliardaires qui ont donc, comme je vous l'ai dit, 90% des médias et qui font supprimer des informations d'enquête, d'investigation, pour mettre à la place des émissions de divertissement, de désinformation. Hanouna, Arthur. Rendez-vous compte que Bolloré avait fait supprimer des émissions d'enquête sur Canal+. Il a fait supprimer les Guignols de l'info qui étaient trop satiriques et qui critiquaient le gouvernement. Et puis voilà, on a supprimé purement et simplement. Et puis bon, on a mis sur C8 Hanouna, et puis on a mis deux, trois conneries comme ça. Pensez que, je me souviens, et il a raison, Juan Branco, quand il nous dit que beaucoup de milliardaires sont tenus par la commande publique, donc ils se renvoient à l'ascenseur. Donc, dans la presse, ils défendent le gouvernement, et le gouvernement, de l'autre côté, eh ben, il va passer les commandes publiques à ces groupes qui appartiennent à multimilliardaires. Et il me semble que Arnaud, en l'espace de 4 ans, donc LVMH, est passé de 40 à 87 milliards de capital. Comment expliquer, franchement, doubler comme ça en quoi 4-5 ans, enfin, bref. Il nous explique également que ce sont des gens veuls et serviles, les journalistes aussi, qui sont aux ordres, du gouvernement. Là, je suis bien d'accord avec lui, je l'approuve. Mais, c'est bizarre, en fin de compte. On voit Branco, on voit un avocat qui s'appelle Boulot, on voit Ruffin, plein de nouvelles personnes qui sont invitées de partout. Alors, d'après ce que nous dit Branco, les gens qui ont donné le pouvoir à Macron sembleraient, d'après ce que j'ai compris, vouloir remplacer Macron par Marine, tout en restant eux derrière. Donc, Branco étant de gauche, il s'oppose au fascisme qui pourra arriver au pouvoir, mon Dieu. Mais à un moment, il s'en prend, par exemple, aux juges rouges qui ont fait sauter plein de gens, qui ont fait sauter, par exemple, Fillon. Ça, il ne le dénonce pas, il n'en parle pas. Mais bon. Il s'est mis au service des Gilets jaunes, notamment Maxime Nicole Flyrider, peut-être pour mieux l'orienter vers des idées plus à gauche. De toute façon, c'est un garçon sympathique, enfin, ça, je trouve un peu Calimero, beau gosse, mais l'air un petit peu pleurnichard, enfin, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je comprends qu'on soit attiré. Tout ce qu'il dit, c'est bien. Il ne dit pas la totalité, mais il dit des choses très très intéressantes que nous, moi personnellement, ça fait des années que j'explique qu'il y a 9 milliardaires qui détiennent la presse. Bon, il n'a pas inventé... il a un peu inventé le gaz, hein. On le sait, mais il faut croire que si c'est lui qui le dit, les gens s'en aperçoivent. Alors, ça fait quelques années que, déjà dans la campagne de 2017, on parlait de tous les médias qui nous mettaient des couvertures sur Macron et Brigitte. Macron et Brigitte font du vélo, Emmanuel et Brigitte vont à la plage, etc., vont à la montagne, font du ski, et ils nous en ont mis... des tonnes et des tonnes, ce qui fait que les gens ont voté pour Macron. Mais c'est bizarre parce que, de toute façon, pour moi, c'est un gauchiste. Il est internationaliste, sans frontiériste, on peut le dire. Il est pour un marché libre, ouvert, pour faire venir tout le monde. Donc, il dénonce, mais quelque part, il veut nous projeter dans un truc où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il vient en France.
Et puis il y a quelques cons qui restent qui continuent à cotiser, vous voyez. Et puis les autres, ils ont droit à tout. Bon, enfin bref. De même, quand il y a des personnes qu'on nomme complotistes, qui osent parler des francs-maçons, peut-être des juifs sionistes, qu'il y a des choses qui sont déclenchées par rapport à Israël, par exemple, je ne sais pas moi, comme par hasard, on en veut à l'Iran. On en veut à l'Iran parce que l'Iran est un pays très très fort qui pourrait s'en prendre à Israël, voyez. Mais par contre, les droits de l'homme en Iran, c'est comme les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Mais en Arabie Saoudite, c'est nos amis, parce que on sait qu'en Arabie Saoudite, ils sont relativement corrompus. On les aide même à faire la guerre contre le pays d'à côté. Et comment dire? Et là, ça passe. Je veux dire, ils ont décapité 35 ou 36 personnes, ils en ont même crucifié un. Mais c'est pas grave, vous voyez. Mais parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans la guerre contre Israël, ils font leur truc, le pèlerinage à la Mecque, ils font du pognon, ils achètent des tas de politiciens, et voilà. Donc, on ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite. On va s'attaquer à l'Iran, qui eux vont être plus anti-Israël, et ainsi de suite. Donc, il y a souvent, c'est pour ça qu'on parle d'un complot sioniste. J'ai rien contre les juifs, mon voisin juif, il peut rien lui. Mais à l'échelle internationale, effectivement, il y a des intérêts privilégiés qui font que certaines politiques sont appliquées en fonction des intérêts d'Israël. Voilà, c'est tout. Bon, après, voilà. Mais que Branco dénonce les gens qui osent dire ça en disant non, c'est du fantasme. Non, c'est vrai. Après, l'État d'Israël est un État qui est très démocrate par rapport à d'autres pays qui sont autour. C'est tout. On s'est attaqué à la Syrie. Pourquoi? Parce que la Syrie avait une armée forte. Ils ne voulaient pas faire passer le gaz pas l'Arabie Saoudite, mais je ne sais plus. Enfin bref, ils ont préféré traiter avec les Iraniens. Et donc du coup, on s'est attaqué à la Syrie. Et puis la Syrie a toujours enquiquiné Israël au niveau du Liban. Donc du coup, aller d'une pierre deux coups, on essaye de faire sauter, de déstabiliser la Syrie. Voilà. Mais il y avait peut-être d'autres pays à déstabiliser. On a fait sauter l'Irak, passé un moment, parce que l'Irak aussi, avec Saddam Hussein, était très très virulente contre Israël. Voilà. Donc, c'est bon, quoi, je veux dire. C'est enfin bon. Voilà. Enfin, il est gentil, hein, il est gentil, mais quelque part, bon, c'est une espèce de Tanguy de 29 ans qui retourne habiter chez papa-maman, dans le 5e, 6e arrondissement de Paris, dans les beaux quartiers. Ses mêmes parents, qui, le père est producteur, la mère, je crois, artiste. Pendant des années, recevait des artistes, effectivement, des acteurs à leur table, comme Catherine Deneuve. Il a toujours vécu dans une certaine bourgeoisie, et il a quand même bien profité de ses relations. Après, voilà. Mais pour moi, je veux dire, étant, on va dire, représentant une certaine extrême gauche, c'est bien ce qu'il dit au niveau de ce qui se passe, mais la solution qu'il apporte n'est absolument pas la mienne. Donc, voilà. Bon, mais bon, je comprends. Mais c'était très intéressant ce qu'il dit, donc vous pouvez l'écouter tout. Par contre, les solutions de faire la révolution, de récupérer tout l'argent des milliardaires et tout, ça, moi je veux bien, hein, mais ça se fera jamais. C'est utopiste, quoi. Bon, donc il faut trouver d'autres solutions. Bon, je vais parler encore d'autres choses qui fâchent. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, on avait limogé le préfet de police de Paris suite aux dégradations des manifestations des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Le préfet, un ancien préfet d'ailleurs du Rhône, Michel Delpuech, s'était retrouvé préfet à Paris du temps il est arrivé avec Collomb et bon, il a été le premier fusible à sauter. Castaner l'a fait sauter. Et donc, il vient d'être sauvé en fin de compte. Comment Emmanuel Macron, il y a quelques jours, nous dit qu'il veut donner un coup de pied dans la fourmilière de la haute fonction publique française. Il nous parle de supprimer l'ENA. Vous parlez des grandes annonces de la sortie du grand débat. Le président s'est dit favorable à un grand ménage au sein du corps des hauts fonctionnaires. Et il vous envoie un message complètement inverse avec le cas Michel Delpuech. Ce monsieur a été limogé au mois de mars pour sa gestion calamiteuse de l'acte 18 des Gilets jaunes. Et cet ex-préfet de police vient de retrouver un emploi
à 66 ans. Il n'avait plus que quelques semaines et il se serait trouvé en âge limite de la fonction publique, 67 ans, il est obligé de demander sa retraite. Mais plutôt que de profiter d'un repos bien mérité, après sa longue carrière dans la préfectorale, M. Delpuech remplit pour quelques années. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé, alors on le désavoue en lui enlevant ses fonctions, et en fin de compte, on le parachute au Conseil d'État. Et donc, par un décret gouvernemental daté du 11 avril, il est nommé parmi les 12 conseillers d'État disposant d'un statut particulier. Écoutez bien, leur nomination échappe à la procédure habituelle d'intégration sur concours. Ils sont désignés pour 4 ans par un décret à la discrétion du président de la République et du gouvernement. Ces conseillers extraordinaires participent uniquement aux activités consultatives du Conseil d'État. Et donc ce décret a été signé par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, le Premier ministre Emmanuel Macron, etc. etc. Donc l'exemple même d'un recasage absolument à l'opposé du principe de méritocratie républicaine cher, soi-disant, à Macron. Et donc, il faut savoir, au Conseil d'État, Michel Delpuech pourra conserver le train de vie déjà confortable qu'il menait à la préfecture. Cool. En effet, les conseillers en service extraordinaire perçoivent une indemnité annuelle fixe de 18 700 à laquelle s'ajoute une part variable. Le montant est plafonné à 55 000 € bruts par an. Et en parallèle de ces nouvelles fonctions, l'ancien préfet peut faire valoir ses droits à la retraite. Et comme il n'y a pas de plafonnement, il y a une dispense de plafonnement du cumul dont bénéficient certains hauts gradés de la fonction publique, dont les conseillers d'État, il aura droit à la totalité de sa pension d'ancien préfet, 4 000 € bruts mensuels, qui se rajoutera donc aux différentes sommes dont je vous ai parlé. Donc, en fin de compte, vous vous apercevez que le président de la République fait vraiment fi, est à l'opposé de ce qu'il nous a dit dans sa conférence de presse, et il ne semble vraiment pas à abandonner certaines pratiques de l'ancien monde. On en est vraiment loin. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de votre attention. Essayez de partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Essayez un petit peu de me doper mes diffusions, là, parce que c'est un petit peu calme. Je viendrai certainement, j'ai préparé quelques notes sur l'islam. Le ramadan va commencer. Donc j'essaierai de vous montrer quelques particularités. La façon dont eux voient, ils sont complètement à l'opposé de nous, parce que dans leur mentalité, il y a un truc tout jeune, c'est la dernière religion révélée. Donc automatiquement, ils ont obligation de convertir tout le monde. Vous voyez, c'est... Je dirais pas que c'est dans les gènes, mais c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Chrétien, bon, vous avez le droit de plus être chrétien, de plus pratiquer, etc., etc. On ne va pas vous tuer pour ça. L'islam, c'est différent. Ça régit tout. Ça régit tout, je veux dire. Ça régit les moindres... l'aspect de votre vie, c'est régi par l'islam. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion d'y venir dans les jours qui viennent. Voilà, écoutez, je vous laisse, j'espère que vous avez apporté quelques éclaircissements sur Branco. Alors, Castaner, encore une boulette et il saute, j'espère. Et puis, bon courage à tous, soyez prudents. J'ai vu les gilets jaunes de nouveau, ça fera plaisir aux vétérans, vétérans dans les appels du 17 novembre, à Franck Buller, B-U-H-L-E-R, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook. C'est lui qui avait lancé les premiers appels à la mobilisation et qui disait il y en a marre de tourner dans les villes, il faut que les gilets jaunes se réapproprient les ronds-points d'une façon pacifique, tout en les affirmant une certaine présence. Voilà, enfin, je pense qu'on va être... avec Macron, nous avons quand même un record. Vous vous rendez compte qu'il y a 5 mois de contestation sociale et on va voir. Vous avez passé des heures et des heures à manifester. J'espère que vous prendrez un quart d'heure pour aller voter, parce que ne pas voter, c'est faire le jeu de Macron et ça suffit. Il faut absolument lui mettre une claque.
Je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir.